C'est parti. Bonsoir à tous. Merci tout d'abord d'être là pour ce talk. J'ai eu vraiment du plaisir à le préparer. Je m'appelle Gilles Pillou, je suis architecte cloud dans une entreprise qui fait du matériel, des équipements de télécommunication et qui a pour but de fournir du service, de la connectivité dans le domaine des objets connectés et particulièrement le domaine des objets connectés industriels. Notre objectif, il est de permettre à des clients d'avoir des capteurs à droite à gauche et d'avoir de l'information qui remonte. Mon expérience, c'est le déploiement et la fabrication de logiciels qui vont venir récupérer toutes ces informations pour les mettre à disposition de nos clients. On fabrique une solution pour sécuriser tout ça. Et avec mon équipe, pendant 2 ans, on a travaillé au développement avec une équipe de 5 personnes de ce logiciel dans un environnement complètement serverless. L'objectif était de pouvoir répondre aux besoins de nos clients et la mentalité de l'époque était de dire non mais les clients ne vous inquiétez pas, ils veulent se décharger de la responsabilité, ils vont nous confier cette information et on va avancer de la sorte. Et c'était le cas pendant 2 ans. Tous les clients, oui c'est très bien, on veut la plateforme SaaS. Et un beau jour, arriva ce qui devait arriver. Le client veut installer notre logiciel SaaS chez lui. Alors, vous avez peut-être vu à l'entrée ces petites toupilles. Je me suis demandé si j'étais dans un rêve ou si j'étais dans la réalité. Changement de paradigme, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on veut avancer? On avait préparé dans le ligne, on s'était investi dans cette plateforme sur laquelle on avait dit, ben voilà, il y a telle brique que le cloud provider peut me fournir, on va l'utiliser, elle va nous faire gagner du temps, on va capitaliser dessus. Et finalement, incendie dans l'open space, on s'est demandé comment avancer. Il a bien fallu prendre le taureau par les cornes. Et mon talk d'aujourd'hui, il a pour but de vous dire ce que j'aurais voulu anticiper, ce que j'anticiperai surtout la prochaine fois, en vous tentant de vous faire réagir sur pourquoi, comment, et puis dans quelles conditions toutes ces choses-là peuvent arriver. En fait, on va regarder dans le rétroviseur de mon projet, et puis on va voir là où on aurait pu faire différemment, et là où j'espère que vous pourrez éviter de vous prendre des tonneaux comme la voiture dans laquelle nous étions. Tout d'abord, un petit rappel. Définition SaaS on-premise, comme ça on met tout le monde au même niveau. Sur une plateforme cloud, on peut avoir des clients, ils sont sur le SaaS partagé. C'est ce qu'on avait fait pendant pas mal de temps. Notre support était disponible, vous voyez tout ce qui se passait chez les clients, tout se passait bien. On avait quelques cas où nos clients étaient installés dans des environnements un petit peu séparés. Ça rentrait encore dans notre cadre. Le but, c'était de les rendre autonomes, ils avaient besoin d'avoir leur information juste de leur côté, ils ne voulaient pas être en colocation avec les autres copains, mais nous, on pouvait accéder à toute cette information et les supporter. Et l'on-premise, c'est la donnée qui est hébergée chez le client, le support qui y accède plus ou moins facilement à coup de VPN, de tunnel SSH, je prends mon ticket de bus et je vais chez le client pour me connecter à son ordinateur. Certains verront de quelle entreprise je parle. Et on est complètement isolé. La problématique est complexe. Et le client, ce qu'il nous fournit, c'est un Linux, quand c'est un Linux. Et on construit tout par-dessus. Vaut mieux que ce soit du Linux. Comme ça, c'est dit. Bah oui, je suis sous Windows, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir? Est-ce que je suis concerné? Est-ce que je pourrais être concerné par cette problématique? Parce que tout le monde ne l'est pas. Si je m'appelle Monsieur Criteo et que je fais une régie de publicité, eh ben, c'est pas, a priori, vous n'avez pas forcément ce type de problématique parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. On fait du B2B, ça peut être un indice. Alors, Criteo rentre dans ce spectre-là. Ils font du B2B. Ils pourraient avoir ce besoin de faire du on-premise. Mais peut-être qu'ils n'ont pas d'application dans le domaine industriel. C'était notre cas. Application dans le domaine industriel. On a mis des points sur cette problématique. On s'est dit,
voilà, on a une application de domaine industriel dans le B2B, on a plus de chances d'avoir un client qui va venir nous demander d'avoir une solution qui va tourner dans ces environnements on-premise. Dans un domaine stratégique, donc on va parler de la production d'énergie, on va parler des domaines technologiques un peu plus complexes. Il y en a davantage qui vont demander d'être dans ce domaine. Les données sensibles, on a vu une recrudescence et un besoin de plus en plus fort des entreprises ces dernières années à vouloir maîtriser leur flux de données et ne pas les voir s'éparpiller dans les différents cloud providers. Principe de précaution, voilà, on peut se poser ces questions-là. Est-ce que je peux être concerné par ce domaine-là? Et finalement, une fois que le patron est venu et puis il m'a dit, mais là, on a vraiment besoin. Le client, il en a besoin, il va falloir bosser dessus. On change de paradigme, on avance là-dessus. Il a fallu mettre tout le monde sur la même ligne de départ et il a fallu s'armer pour avancer. Et donc, dans la course, tout n'était pas que de ma responsabilité. Moi, je voulais bien faire ma part de travail, mais il a fallu convaincre tout le monde que je ne pourrais pas tout faire. Et finalement, beaucoup de monde était embarqué. Le product owner, il a fallu dire que on ne va peut-être pas être capable de faire la même chose, rendre les choses de la même manière. Le produit, il va aussi évoluer parce qu'il va falloir répondre à toutes les contraintes. Le chef de projet, parce qu'il a fallu être mis en relation avec le client pour comprendre des besoins un petit peu plus concrets dans son écosystème. On y reviendra un petit peu plus tard en quoi c'est intéressant. Bien sûr, toutes les équipes techniques, d'architecture pour pouvoir avancer de la sorte. Les DevOps, on ne va pas déployer de la même manière chez le client dans son environnement que sur la plateforme serverless. Mais également, plus anecdotique, mais le support. On ne fait pas le support de la même manière quand on est capable de se connecter directement au service que quand on doit prendre son ticket de bus pour aller faire le support chez le client, dans lequel on a moins accès à toutes nos ressources. Et finalement aussi les équipes de vente, parce que le produit, il a un petit peu évolué. Ses contraintes, ses limites seront différentes. La façon de facturer et tout ça est assez différente. Tout le monde a eu un rôle à jouer dans cette aventure. Une fois que tout le monde était en ligne, il a fallu commencer à cadrer. Mettre un cadre pour être prêt à avoir un produit qui réponde exactement aux besoins de cette solution. On a fait le choix, nous, de limiter les fonctionnalités. Alors, exit le stockage, on vous garde tout de manière illimitée pendant très longtemps. On a choisi d'avoir des contraintes un petit peu plus importantes pour nous sécuriser, dans le cas où on n'a pas accès à la machine qui est chez le client et être beaucoup plus serein. On a retravaillé, par exemple, des modèles de rétention, nombre d'objets autorisés. Il a fallu cadrer le support, le suivi des infrastructures. Toutes les procédures qui étaient des procédures internes, il a fallu être davantage capable de les communiquer simplement aux clients. Alors, il s'agit parfois juste de remettre un en-tête dans les documents, mais il a fallu retravailler ces choses-là. Et pareil, voilà, les livraisons, les politiques de mise à jour d'infrastructures, les politiques de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le produit qui est déployé chez le client, puis que le client qui dit « fait 2 ans que je ne l'ai pas mis à jour ». Nous, on a 6 versions d'avance. Mais le client qui nous dit, ben, moi, ça me va. Je n'ai pas besoin, je suis en sécurité. Mais du coup, il veut quand même qu'on puisse continuer à faire le support chez lui. Et donc voilà, politique de mise à jour d'infrastructure, de mise à jour de sécurité, d'engagement des deux parties ont dû être revues. Et je vous parlerai très peu, mais voilà, la supervision qui va être différente et même la facturation. Tout a dû être recadré parce que d'un coup, le périmètre de l'appli a beaucoup changé. Dans cette deuxième partie, je vous propose de descendre un petit peu plus concrètement. Voilà, on part, on veut modifier le code, on veut avancer et il va y avoir des efforts d'adaptation, il y avoir beaucoup de choses à retravailler. Et je vais vous prendre le contexte de notre application. Sur lequel on était dans des environnements AWS et sur lesquels il a fallu retravailler un certain nombre de services pour les faire fonctionner chez les clients de manière autonome. Il y aura 3 thématiques globales. On va commencer par les outils externes. Sur ces outils externes, on avait tout ce qui était Cognito. Le Cognito, chez AWS, c'est un outil qui permet d'authentifier des utilisateurs. Très simple. Il a fallu en prendre un autre, mais tous les contrats, toutes les interfaçages
sont faits différemment. Donc un effort assez important de réintégration. A contrario, S3, donc un espace de stockage dans lequel on peut mettre des objets de manière assez générique, a des équivalents sur le marché open source dans des images Docker comme Minayo, qui étaient en tout cas quasiment équivalents pour nos besoins. Je l'ai noté en effort à peu près moyen d'intégration. Il y a quand même un peu d'intégration continue, de Docker, des choses à faire pour se réaligner, des fonctionnalités un petit peu plus spécifiques qu'on avait utilisées, qu'il a fallu retravailler. Au niveau de l'équipe DevOps, il y a aussi eu un travail d'adaptation, parce que d'un coup, on avait de l'infrastructure as code. C'est génial, on écrit du code Python, ça déploie les infrastructures en production. Mais d'un coup, il a fallu construire des images Docker pour être capable de livrer. Pour le coup, il y avait tout à reconstruire. C'était simple. C'était très important. Parce que l'application, il faut être capable de la repackager dans l'image Docker. Il faut refaire les liens entre les images Docker entre elles. Il faut gérer les sources. Il y avait tout à refaire. Mais par contre, on a pu gagner un développement en local sur nos propres postes de travail qui était plus simple. Voilà. Ça nous a demandé un effort d'adaptation et on a gagné quelque chose qui nous a aidé pour la suite pour pouvoir développer plus facilement en local. Focus sur deux éléments assez symptomatiques des grandes différences. On avait fait le choix d'une super base de données. Base de données superbe pour un besoin très précis. Elle s'appelle DynamoDB. DynamoDB, elle est magique. Elle est ultra scalable. AWS fait tenir toutes ses ventes en ligne avec un scaling excellent, un pricing magnifique, une recherche très précise, une pagination par token. OK, on récupère notre première page et nous donne le token de la deuxième et puis on continue. On optimise bien le code pour la base de données, elle nous le rend bien. On était content, on était gagnant, jusqu'au jour où il a fallu faire du on-premise. Et là, c'était un petit peu la douche froide pour moi. J'ai réalisé que finalement, je m'étais fait complètement enfermer dans ce modèle et que j'étais bloqué dans cette problématique. Assez naturellement, on s'est dit, pour du on-premise, on va faire simple. On ressort le gros éléphant, PostgreSQL dont on parlait tout à l'heure. Pas le choix, il va falloir restructurer la base, il va falloir rendre les choses accessibles. On a DynamoDB pour le SaaS, PostgreSQL pour l'on-premise, et puis on a commencé à creuser, faire des ateliers, des affinages avec l'équipe, puis on est arrivé au sujet de la pagination. Un sujet parmi d'autres. On l'a vu, ça peut être le petit ravioli du microservice avec nos tests unitaires et d'intégration avec PostgreSQL. Tout était beau, mais la pagination, le token qui est rendu par la DynamoDB passait par nos services intermédiaires et allait jusqu'au front pour nous permettre d'aller choper la deuxième page et recommencer. Et bien là, ça fut le drame. Parce que d'un coup, pour Postgre, j'avais besoin juste d'un numéro, page numéro 2 avec un offset limite comme on peut retrouver en SQL. Bon, on s'est posé quelques questions sur comment avancer et puis on a trouvé cette solution. On a tué DynamoDB, RIP, et on a choisi finalement de faire le cheminement inverse. Toute cette migration nous a permis de réaliser cet enfermement dans lequel on était et on a fini par réintégrer PostgreSQL sur la plateforme SaaS avec le scaling qui va bien, avec toutes les contraintes qui vont bien pour maintenir une base de code unique, simple à maintenir et puis plus propre pour éviter d'avoir deux bouts de code qui deviennent spécifiques pour le SaaS et l'autre spécifique pour l'on-premise, compliqué à maintenir et à faire évoluer malgré tous les tests unitaires et automatisés, vous l'avez compris. Un autre effort d'adaptation, pour vous montrer que tout n'est pas aussi dramatique. On était sur la SaaS et on avait déjà pensé, à un moment donné, on avait été titillé sur le sujet. Et du coup, je vous présente un bout de code, c'est une REST API où quand on fait un GET, ça nous renvoie un Hello World dans un JSON. Très bien. Et on l'avait encapsulé dans un outil qui nous permettait, dans le contexte AWS, de nous rendre ce code fait avec FastAPI en Python et qui nous
allait assez bien. Et du coup, pour l'on-premise, finalement, la seule différence que l'on a eue, ça a été le retrait de cet import et de cette utilisation, et la différence dans laquelle le code est exécuté. Donc là, on était appelé par CDK qui disait il faut appeler telle méthode qui s'appelle handler. Et en on-premise, c'est l'image Docker qui lance un UVcorn, donc c'est une loupe d'exécution de code. En vrai, je vous les barre, mais le code il est aussi présent sur AWS, sur on-premise. C'est du code mort que j'ai admis qui serait mort et c'est pas bien grave. Mais du coup, avec le même code, là pour le coup, le coût d'adaptation était assez minimaliste et on a surtout eu besoin de repackager l'application, donc plutôt un travail pour l'équipe DevOps. Finalement, ce que je veux vous apprendre et vous transmettre dans cette histoire, c'est que tout est une histoire de compromis. Il faut s'adapter et il faut être capable d'évaluer l'investissement nécessaire. Il y a 2 ans, j'aurais pu dire « Ok, il faut qu'on supporte les deux, on va avancer sur les deux ». J'aurais été beaucoup plus lent pour développer, pour livrer, pour un hypothétique besoin. Mais non, tout est une histoire de compromis et il faut trouver l'équilibre dans les décisions qui sont prises. Il y a un risque à évaluer. Est-ce que je risque d'être concerné ? Est-ce que je vais faire un produit industriel ou est-ce que je vais faire un produit clairement SaaS avec très peu de risque de devoir migrer dans un environnement on-premise ? Il faut trouver la manière raisonnable de l'anticiper. Le Fast API, on l'a eu très rapidement, et puis la DynamoDB, on ne l'avait pas anticipé, puis on se l'est pris en plein dans le mur. On s'est pris le mur en pleine face. Il faut communiquer en amont, il faut présenter des choix techniques et potentiellement leurs risques associés. Et puis, il faut automatiser. Là, on a été sauvé notamment par l'automatisation dans chacune des étapes, parce que même si tout le packaging changeait, même si toute la manière de livrer, tous les tests d'intégration ont pu être conservés, rejoués, et c'était une sécurité assez forte pour livrer. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir échanger avec moi à la suite de ce talk.